La révolution par les urnes en Espagne. Les citoyens tournent le dos au parti historique et font monter les formations issues du mouvement des indignés. C'est ce qu'il ressort des élections municipales et régionales. En Israël, Ehud Olmert se rapproche de la case prison ferme. L'ex-premier ministre a été condamné aujourd'hui à 8 mois de prison pour corruption aggravée. Ses avocats vont faire appel de cette décision. Et puis lutte antiterroriste, l'Australie passe à la vitesse supérieure. Le Premier ministre Tony Abbott annonce une nouvelle loi qui prévoit la déchéance de nationalité des terroristes. Binationaux et australiens de seconde génération seraient concernés. Bonsoir, bienvenue à la une de l'actualité. Ce soir, les partis historiques prennent une claque. En Espagne, rien ne va plus pour le Parti populaire et le Parti socialiste, les deux poids lourds de la vie politique espagnole qui ont connu un net recul lors des élections municipales et régionales hier. Madrid et Barcelone pourraient passer aux mains des indignés. On va se rendre à Madrid dans un instant. C'est juste après ce sujet. Il est signé Julia Calancia. Les indignés confirment leur entrée en force sur l'échiquier politique espagnol. La gauche radicale anti-austérité de Podemos et les centristes anti-corruption de Ciudadanos réalisent une percée inédite. Ils pourraient gagner les villes de Barcelone et Madrid. Difficile pour le leader du parti Podemos de cacher son enthousiasme le soir même des résultats. Eh bien, ce soir, il s'agit d'une nuit magique, une nuit historique en Espagne, qui montre clairement la voie du changement. Cela a été pour nous une fierté et un honneur d'avoir été le fer de lance de ce changement. Une victoire pour Podemos, c'est un vote sanction contre le Parti populaire de Mariano Rajoy. Même s'il reste premier avec 27% des voix, le PP, qui dirigeait 13 régions sur 17, a perdu 2,5 millions d'électeurs. Il pourrait être chassé du pouvoir dans 6 régions, un sérieux revers pour le bipartisme qui articule les institutions espagnoles depuis 30 ans, une transformation radicale du paysage politique. Ils n'ont absolument aucune expérience du pouvoir, mais ils sont simplement différents. Mais par-dessus tout, ils ne sont ternis par aucun scandale de corruption qui ont affecté les deux principaux partis et ils ont attiré beaucoup d'électeurs mécontents. Car les Espagnols ont aussi et surtout profité de ce vote pour exprimer leur ras-le-bol de l'austérité imposée par la droite et de la corruption gangrénant la politique. Je pense que les résultats correspondent à ce qui se passe dans ce pays. Le mécontentement a détourné les électeurs vers d'autres groupes de la scène politique. La forte irruption de Podemos et la notable ascension de Ciudadanos, le parti de centre-droit, prouvent que le panorama politique espagnol est entré dans une nouvelle phase à quelques mois des législatives. Après la Grèce, l'Espagne montre que le temps des bouleversements est peut-être venu. Et on prend tout de suite la direction de Madrid où l'on rejoint notre correspondante Aude-Sophie. Aude-Sophie, bonsoir. Comment est-ce qu'on a réagi à ce choc électoral? Quelle est l'atmosphère ce soir à Madrid? Eh bien évidemment, ceux qui ont voté pour ces partis anti-système, et ici à Madrid ils sont par exemple un tiers, ont célébré une victoire. Hier, ils se sont réunis avec les leaders du mouvement et aujourd'hui, on sent une certaine effervescence, un vent nouveau souffle sur l'Espagne et notamment sur la capitale. Et ces citoyens espagnols se sentent enfin entendus. Ils ont exprimé leur volonté de changement. Ils veulent moins de corruption parmi les élites politiques. Ils ne veulent plus de la politique d'austérité menée par le gouvernement. Et ils sentent qu'enfin, ils sont représentés par des leaders politiques qui, ils espèrent en tout cas, seront plus transparents et feront preuve de plus d'éthique. Alors en tout cas, le verdict des urnes est tombé. La prochaine étape, ça va être un jeu de négociation avec des alliances notamment. Comment est-ce que ça marche concrètement ? Alors par exemple, ici dans la capitale, la plateforme d'extrême gauche menée par Podemos n'a obtenu que 20 sièges de conseillers municipaux. Le Parti populaire en a 21, donc logiquement la mairie de Madrid devrait être au Parti populaire, mais Podemos devrait conclure une alliance avec le Parti socialiste et donc prendre la mairie de Madrid. C'est dans l'intérêt du Parti socialiste car il a besoin de Podemos dans d'autres régions gouverner. Et puis
Dans d'autres régions, c'est le Parti populaire qui conclura sans doute des alliances avec Ciudadanos, le parti de centre-droit, pour pouvoir gouverner, puisque aucun des deux partis traditionnels n'a obtenu la majorité absolue. Alors la prochaine échéance, ce sera le 20 novembre, les élections législatives. Est-ce qu'on peut imaginer que ces formations issues du mouvement des indignés puissent prendre le pouvoir, comme on l'a vu en Grèce avec Syriza ? Ça va sans doute dépendre des 6 prochains mois parce que ces partis anti-système ne se sont jamais frottés au pouvoir, ils n'ont jamais été aux manettes. La plupart existent depuis quelques mois, Podemos depuis 1 an et demi. Donc ils sont pleins de promesses évidemment. Le peuple veut y croire, mais il faudra voir ce qu'ils vont faire une fois au pouvoir dans les municipalités où ils ont été élus. C'est sans doute tout l'enjeu des 6 prochains mois. L'autre enjeu, c'est pour les deux grands partis, le Parti populaire et le Parti socialiste, de montrer qu'ils ont entendu le mécontentement des Espagnols et qu'ils vont changer, notamment justement sur ces deux grands points, la corruption et l'austérité. Alors tout n'est pas encore joué. Merci beaucoup Aude Soufi en direct de Madrid. On va parler d'un autre scrutin en Pologne. Cette fois, les élections présidentielles. Et là encore, les électeurs veulent du changement. Ils adressent un sévère avertissement au parti au pouvoir avant les législatives d'automne. Car le conservateur Andrzej Duda a été élu hier avec 53% des voix. Il devance nettement le chef de l'État sortant Bronisław Komorowski. C'est une première depuis 10 ans pour le parti d'opposition Droit et Justice. On voit ça avec Julia Galancia, que l'on retrouve dans un instant. Quasiment inconnu il y a encore quelques semaines, il est le nouveau président de la Pologne. Entre la sécurité représentée par le président Komorowski, homme politique expérimenté, et la jeunesse et le changement incarné par le candidat de la droite conservatrice, les Polonais ont finalement penché vers la seconde option. Un sévère avertissement pour les libéraux centristes au pouvoir avant les législatives d'automne. À l'annonce des résultats hier soir, l'ambiance est survoltée parmi les partisans de Duda. Sa victoire est une revanche après la défaite présidentielle de 2010. Les portes du palais présidentiel seront ouvertes aux initiatives sociales, aussi bien celles avec lesquelles je suis d'accord que celles pour lesquelles j'émettrai des doutes ou je ne serai pas d'accord. Je suis ouvert aux discussions parce que chaque personne a le droit au respect. Je vous le promets aujourd'hui, ce ne sera pas une présidence renfermée. Âgé de 43 ans, professeur de droit, il a été vice-ministre de la Justice en 2005. En 2008, il devient l'un des proches collaborateurs du président Lech Kaczynski, tué lors d'un accident d'avion survenu à Smolensk en 2010. Il devient eurodéputé en mai 2014. Le fait qu'il soit peu connu l'a finalement favorisé auprès des Polonais désireux d'un changement. Il est très bon, il va enfin y avoir un peu de changement. C'est un homme plus jeune que l'ancien président, je suis très heureux. Ce n'est pas vraiment ma tasse de thé, pour tout vous dire, j'ai voté pour l'ancien président Komorowski, mais il ne l'a pas emporté. Les gens n'en voulaient plus, il faut faire avec. Les pouvoirs du chef de l'État sont relativement limités en Pologne, mais la cohabitation du jeune conservateur avec le gouvernement centre-droit pourrait s'avérer difficile tant les deux partis ont des politiques divergentes. S'agissant de politique étrangère, Duda a promis de défendre les intérêts nationaux des Polonais au détriment des relations avec l'Union européenne. Julia Galancia, bonsoir. Bonsoir. Alors finalement, ce que révèlent ces scrutins, c'est que l'Europe change de façon plus générale. Il y a une redistribution dans l'échiquier politique européen. Tout à fait, Daniel. On avait vu d'abord l'apparition des Verts, on avait vu des nouvelles extrêmes droites et puis on avait vu Syriza aussi en Grèce. Et là, on voit encore, avec ce qui s'est passé hier, qu'il y a un éclatement des échiquiers européens. En fait, l'Espagne et la Pologne, oui, ce sont deux pays de l'Union européenne qui sont très différents. Les enjeux étaient aussi différents, la culture est différente, l'histoire est différente. Et pourtant, en fait, la conclusion de ces votes, elle est un peu similaire. On a l'impression que l'Europe change très profondément et qu'en fait, ce qu'on leur propose aux électeurs, eh bien, ça ne leur convient plus. Si vous voulez, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'était très simple, il y avait deux partis. Il y avait la démocratie chrétienne à droite, et puis il y avait une social-démocratie à gauche. Et c'est entre ces forces, en fait, que l'alternance se faisait. Aujourd'hui, enfin hier, on l'a vu, c'est plus du tout la même chose. On l'a vu avec Varsovie, on l'a vu avec Madrid. Regardez ce qui s'est passé en Espagne. En fait, les électeurs ont complètement brisé le bipartisme qui était là depuis des années, et ils ont fait émerger deux nouveaux partis. Pas un, deux, Podemos et Ciudadanos, un encore plus à gauche que la gauche et un plus centre-droit. Donc on a finalement en Espagne la droite, la gauche et puis une autre droite et une autre gauche. C'est totalement inédit. Pour ce qui est de la Pologne,
un enjeu totalement différent puisqu'on parlait d'élection présidentielle. Donc un grand parti, à l'origine libéral, qui réunissait quand même depuis près de 10 ans et la droite et la gauche, avec un candidat qui était déjà président, qui était assez consensuel, et il est battu par un quasi-inconnu, qui est un conservateur eurosceptique. Alors voilà, du changement, il y en a. Quel est le message qu'ont fait passer ces électeurs finalement ? Ce qu'on voit très clairement, c'est qu'entre le repli identitaire, les mœurs aussi qui évoluent, les tentations régionalistes et puis la défense de l'État-providence, en fait, les électeurs cherchent de nouvelles identités politiques. Et ça, eh bien, ça inquiète beaucoup les dirigeants européens. Je vais vous lire tout de suite une citation de la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, qui disait tout à l'heure que ce que nous disent les résultats de ces élections présidentielles en Pologne et des municipales en Espagne, eh bien, c'est que d'une façon totalement différente, c'est la nécessité de changer notre rêve européen si nous voulons le sauver. Le chef du gouvernement italien, Matteo Renzi, lui a emboîté le pas aujourd'hui pour déclarer à son tour: le vent de la Grèce, le vent de l'Espagne, le vent de la Pologne ne soufflent pas dans la même direction, mais tous ces vents nous disent que l'Europe doit changer. Donc voilà, ils en ont conscience et effectivement, on voit que l'électeur européen ne ressemble plus à rien de connu et c'est un peu inquiétant, si vous voulez, parce qu'on a l'impression que l'Europe devient une nation, une union inachevée, avec des nations qui sont quand même fragmentées. C'est pas très bon signe pour la solidité de l'Union européenne. Merci beaucoup Julia Galancia pour ce décryptage. Et dans le reste de l'actualité, c'est un nouveau drame dans la crise des migrants qui secoue actuellement l'Asie du Sud-Est. La police malaisienne a découvert 139 fosses et 28 camps de détention de migrants dans une région reculée du pays. Les dépouilles seraient celles d'exilés du Bangladesh et de Birmanie. Le récit d'Elsa Parienté. Découverte macabre à la frontière entre la Malaisie et la Thaïlande. Si le nombre de corps contenus dans ces 139 tombes n'est pas encore déterminé, le bilan de 100 morts initialement annoncé pourrait rapidement s'alourdir. Les exhumations des premiers corps ont commencé dans la journée. Notre mission aujourd'hui est d'exhumer les restes décomposés que notre équipe a trouvés à côté d'une cabane dans le secteur A, enfouis à environ 1500 mètres de la frontière entre la Malaisie et la Thaïlande. Des restes de réfugiés bangladais ou birmans victimes de passeurs selon Kuala Lumpur. L'Asie du Sud-Est est la deuxième région au monde la plus touchée par le trafic d'êtres humains. Alors que la Thaïlande découvrait début mai des charniers sur son sol, les autorités avaient fait le nécessaire pour lutter contre ces filières dédiées au trafic d'êtres humains. Côté malaisien, on nie en bloc l'existence de tels charniers. Conséquence de la répression mise en œuvre en Thaïlande, la fuite par la mer de milliers de migrants vers l'Indonésie et la Malaisie. Les camps découverts ce lundi pouvaient héberger jusqu'à 300 personnes chacun, un réseau dont l'ampleur met en doute l'ignorance des autorités malaisiennes quant à l'existence de ces campements. Nous allons mener une enquête et nous ne comptons épargner personne, pas même les officiels malaisiens. Une réalité combinée à une crise migratoire alarmante. Un sommet régional réunissant 15 pays est prévu le 29 mai prochain. Objectif, tenter de trouver des solutions globales à ces drames à répétition. Et alors que l'Europe est focalisée sur le drame des migrants partis d'Afrique ou du Moyen-Orient, on connaît moins bien le sort de ces migrants d'Asie du Sud-Est. On va tenter d'y voir plus clair tout de suite avec David Camroux, professeur au CERI Sciences Po, spécialiste de l'Asie du Sud-Est. Bonsoir. Bonsoir. Alors on voudrait savoir qui sont ces migrants, ces femmes, ces hommes, ces enfants que l'on a retrouvés dans ces charniers en Malaisie. Ils sont essentiellement les Rohingyas. Les Rohingyas, c'est un groupe ethnique d'origine bengali qui se trouve dans l'état d'Arakan, à l'ouest de la Birmanie, le Myanmar, comme on l'appelle maintenant, et qui fait partie d'une minorité qu'Amnesty International décrit comme la minorité la plus persécutée au monde actuellement. Alors comment est-ce que vont réagir justement les autorités malaisiennes? Parce qu'on rappelle, c'était avec une découverte similaire que finalement la Thaïlande avait décidé de sévir contre la traite des êtres humains, ce qui avait finalement désorganisé les filières. Ouais, la Malaisie a accepté depuis des décennies les Rohingyas qui arrivaient en fait par la Thaïlande. Ils ne restaient pas en Thaïlande, ils allaient en Malaisie. La Malaisie, comme les Rohingyas sont musulmans, les Malaisiens. Et la Malaisie a accueilli entre 35 et 45 000 Rohingyas depuis quelques décennies. Mais ces gens sont arrivés effectivement avec les trafiquants, souvent les Thaïs, avec la complicité avec la police locale, même l'armée, les élus locaux, et sans doute aussi avec les Rohingyas eux-mêmes qui trafiquent les propres membres de leur ethnie, en fait, ceux qui organisent
le départ en Birmanie. Alors quand on part de ce constat, quelles sont les solutions que peuvent apporter aujourd'hui ces pays de l'Asie du Sud-Est? Le premier problème, c'est que les Rohingyas sont apatries. Ils ne sont pas reconnus parmi les 135 nationalités ou groupes ethniques qui comprennent la Birmanie. Donc le premier point, c'est qu'il faut absolument qu'ils soient accordés la nationalité de Myanmar. Ensuite, il faut traiter le problème en Birmanie même, parce que c'est une minorité persécutée. Ils sont à côté d'autres peuples persécutés qui sont les gens de Arakan, mais qui sont bouddhistes. En Birmanie, on connaît actuellement une sorte d'islamophobie accentuée, et les Rohingyas sont victimes d'une forme de purification ethnique. On fait en sorte qu'ils partent, parce que rester, c'est persécuter, rester, c'est mourir. Donc le seul choix, c'est de partir. Donc il faut traiter la cause en Birmanie même. Ensuite, au niveau de l'association de l'Asie du Sud-Est, des nations de l'Asie du Sud-Est, effectivement, on se met d'accord sur les modalités pour l'accueil de ces réfugiés, et également, il faut qu'ils fassent pression sur le gouvernement de la Birmanie, qui a toujours refusé de parler des problèmes de Rohingyas. Ils considèrent que c'est un problème interne. Ils ont toujours refusé de parler de ce problème au sein de cette association. Maintenant, je crois que c'est fini. Il faut maintenant qu'il y ait une pression à la fois des pays de l'ASEAN, mais également que la pression internationale se renforce pour trouver des solutions pérennes. Merci beaucoup David Camroux. Je vous rappelle que vous êtes professeur au CERI Sciences Po, spécialiste de l'Asie du Sud-Est. On prend à présent la direction de l'Irak, où la bataille de Palmyre se poursuit. L'aviation syrienne a mené aujourd'hui d'intenses raids sur la cité antique tombée aux mains du groupe État islamique. 4 civils ont été tués, des civils déjà victimes des exactions des djihadistes qui ont exécuté au moins 217 personnes depuis qu'ils se sont emparés de la ville. Les précisions de Maxime Pérez. Ces images amateurs montrent la ville de Palmyre quelques heures après des frappes du régime contre des positions supposées djihadistes. Ce lundi, l'aviation syrienne a repris l'offensive dans la cité antique, tombée la semaine dernière aux mains du groupe de l'État islamique. Difficile d'évaluer la situation à l'intérieur de Palmyre, mais selon un décompte effectué par l'Organisation syrienne des droits de l'homme, plus de 200 personnes, des civils et une centaine de militaires auraient été exécutés par le groupe de l'État islamique ces 10 derniers jours. Les troupes d'Assad auraient payé un lourd tribut au cours des combats menés dans cette province du centre de la Syrie. 300 membres des forces pro-régime auraient été tués, 600 autres blessés ou capturés. En Irak aussi, les forces gouvernementales tentent d'inverser la tendance sur le terrain. Dimanche, elles ont regagné du terrain face aux djihadistes de Daesh, reprenant plusieurs localités à une dizaine de kilomètres de Ramadi. L'armée irakienne est appuyée par des miliciens chiites arrivés en renfort. La perte de Ramadi, un échec cuisant pour le pouvoir de Bagdad. À Washington, le Pentagone a accusé l'armée irakienne de n'avoir rien fait pour défendre la ville. Ses forces étaient pourtant plus nombreuses et mieux équipées que celles de l'État islamique. Mais aux critiques américaines, l'Iran répond que ce sont les États-Unis qui n'ont pas agi pour empêcher la chute de Ramadi. Les mots sont signés du général Qassem Soleimani, haut gradé des gardiens de la Révolution. La preuve, s'il en fallait, que la solution en Irak passera peut-être par une entente entre Washington et Téhéran. Et dans l'actualité, en bref, tout d'abord, cet attentat suicide dans le sud de l'Afghanistan. Un kamikaze taliban a précipité un camion chargé d'une tonne d'explosifs contre un complexe gouvernemental. Ça s'est passé dans le sud du pays. C'est une région où la rébellion des talibans est très active. Le bilan, une quarantaine de blessés. Il faut dire que ces attaques se multiplient. Et si les talibans disent viser avant tout les forces de sécurité afghanes et leurs alliés occidentaux, eh bien ces attaques tuent de plus en plus de civils. 7 militaires également tués en Tunisie. Un caporal a éliminé 7 de ses camarades avant d'être lui-même abattu dans une caserne de Tunis. La piste terroriste est écartée pour l'heure car l'auteur avait été privé de port d'armes en raison de problèmes familiaux et psychologiques. On voit ça avec Chloé Demoulin.
Voilà, on regardera ce reportage un peu plus tard dans notre édition. En attendant, direction le Burundi, où les manifestants hostiles au président Pierre Nkurunziza ne décolèrent pas. Ils ont de nouveau défié la police aujourd'hui dans les rues de Bujumbura, mais également en province. Au moins un protestataire a été tué par les tirs de policiers. Regardez. Les Burundais ne décolèrent pas. Hostiles au président Pierre Nkurunziza, ils manifestent de nouveau ce lundi dans les rues de Bujumbura, où les forces de police se sont déployées pour les contenir. Objectif, faire plier le président, candidat à un 3e mandat contesté, et dénoncer les nombreuses violences qui ont endeuillé le mouvement de contestation. Nous sommes contre un 3e mandat du président. Tous les meurtres commis par la police et la jeune garde du parti au pouvoir doivent cesser. Les politiciens qui sont contre le 3e mandat sont tués comme des chiens. Samedi soir, un leader d'un parti d'opposition a été abattu par des inconnus avec son garde du corps. La veille, 3 personnes avaient été tuées par l'explosion de plusieurs grenades lancées dans la foule en plein centre-ville. Alors pour certains manifestants, il est hors de question de faire marche arrière. Nous ne pouvons pas avoir peur de la mort. Ce président veut nous gouverner en nous tuant. Est-ce qu'après cela, il gouvernera sur les insectes et sur les arbres? Nous devons nous battre pour notre dignité, nous devons lutter jusqu'à la fin. Ces dernières semaines, la contestation a gagné du terrain dans les campagnes burundaises, notamment dans la province de Bururi où de violents affrontements ont lieu avec la police ce lundi. À l'appel de l'ONU et de l'Union africaine, un dialogue avait été engagé entre le président et l'opposition. Mais après les événements du week-end, les négociations ont été suspendues. Principal point de discorde, la candidature de Pierre Nkurunziza, un 3e mandat, n'avait pas encore été abordée. Et le blocage reste total entre les deux camps sur ce sujet. On en vient à cet avion ukrainien qui est arrivé hier à l'aéroport de la ville côtière de Latakia en Syrie. Il s'agit du premier vol étranger atterri dans ce pays qui est déchiré par la guerre depuis 2012, comme nous l'explique Joseph Emmanuel. L'Ukraine est le premier pays à reprendre ses vols vers la Syrie. Une première depuis de longs mois dans un pays ravagé par 4 ans de guerre civile. Cet avion vient d'atterrir à Latakia, une ville sous contrôle des forces de Bachar el-Assad. Ces voyageurs font partie de l'importante communauté syrienne de Kiev. C'est la première fois qu'ils rentrent depuis le début de la guerre civile. C'est une excellente occasion de venir en Syrie. Et ici, à Latakia, il n'y a pas de guerre. Certains ne sont pas venus depuis plus de 4 ans. Et c'est l'occasion de voir leur famille. Auparavant, certains tentaient le voyage depuis le Liban. Mais bien souvent, le passage de la frontière posait problème. Il est plus facile de se déplacer de Latakia à Kiev que de passer par Beyrouth, où nous serions arrêtés à la frontière. Avec seulement 10 passagers à bord de ce Boeing 737, la compagnie ukrainienne Autolux réouvre une voie aérienne vers la Syrie. Une première étape vers le rétablissement des vols étrangers. Ce vol entre Kiev et Latakia deviendra dans les prochains jours un vol hebdomadaire et sera suivi de vols à destination de Nadjaf en Irak. Le Boeing ukrainien est resté à Latakia durant 2 heures avant de retourner à Kiev. Et comme à l'aller, il contournera la Turquie, pays refusant de voir son espace aérien traversé par des vols en direction de sa voisine syrienne. Il y a un mois, jour pour jour, un terrible séisme touchait le Népal et sa capitale Katmandou, faisant plus de 7000 morts et 16 000 blessés. Aujourd'hui, le pays tente de se relever, mais les dégâts sont immenses et la crainte des répliques est encore très présente. Vous allez le voir dans l'esprit des Népalais. Certains se recueillent main dans la main, d'autres se rassemblent pour prier. Au Népal, un mois après le tremblement de terre qui a fait plus de 8600 victimes et plus de 16 000 blessés, la situation est toujours aussi précaire. Aujourd'hui, le pays tente de se relever, mais les dégâts sont immenses et la crainte des répliques encore très présente dans l'esprit des Népalais. La situation n'est pas retournée à la normale. Ce matin encore, j'ai ressenti une secousse et nous sommes toujours très inquiets. Nous avons peur, surtout les enfants. Ils ont peur de ce qui va se passer. Le séisme de magnitude 7,8, suivi d'une autre violente secousse le 12 mai dernier, a créé des milliers de réfugiés. Plus d'1 million de maisons auraient été détruites dans la catastrophe, alors que les opérations d'aide peinent toujours à arriver dans les régions les plus reculées.
Nous prions. Nous nous sommes rassemblés pour prier pour toutes les victimes des régions les plus reculées parce qu'aucune aide matérielle ne leur est parvenue. Et pourtant, ces endroits en ont besoin. Nous prions pour eux. Une tragédie qui aurait déjà coûté 10 milliards de dollars au Népal et qui paralyse le tourisme, pourtant crucial pour les revenus du pays. Un lourd manque à gagner au moment où la reconstruction doit prendre place. Cette école, largement endommagée dans le tremblement de terre, devrait finir par ouvrir ses portes. C'est en tout cas ce qu'espèrent cet élève. Il y a encore quelques temps, on se plaignait que les salles de classe étaient trop exiguës. Aujourd'hui, je peux vous dire que l'école me manque. Je donnerai tout pour retrouver ma salle de classe. Les devoirs me manquent, comme les professeurs et ce qu'ils nous apprenaient. La reconstruction est estimée à plus de 2 milliards de dollars selon le Premier ministre népalais. Alors que certains experts craignent une flambée des prix en raison de la destruction des récoltes et des systèmes d'irrigation, d'autres s'inquiètent aussi de la mousson qui approche et qui devrait entraîner des ruptures d'approvisionnement dues au glissement de terrain. Le Népal, quoi qu'il en soit, aura besoin d'un soutien à long terme. Mais pour les Népalais, un mois après le tremblement de terre, le temps presse. Allez, on change complètement d'univers. On va revenir à présent sur ce triomphe français au Festival de Cannes. Voici le palmarès. Il ne lui manquait que ce prix pour couronner son beau palmarès. Le réalisateur Jacques Audiard a décroché hier la très prestigieuse Palme d'Or du Festival de Cannes pour Dipan, un film qui retrace le parcours d'une famille de Sri-Landais qui fuit la guerre civile pour trouver refuge en France et tenter de se reconstruire. Un scénario qui a immédiatement conquis les frères Cohen, présidents de cette 68e édition du festival. La décision était rapide pour la Palme. Tout le monde était très enthousiasmé par ce film. Les Français se sont aussi fait remarquer pour leur jeu d'acteur. Emmanuelle Berco rafle le prix d'interprétation féminine pour sa prestation dans Mon Roi, où elle incarne une femme qui souhaite tourner la page après une histoire d'amour destructrice. Du côté des hommes, Vincent Landon décroche le prix d'interprétation masculine pour son rôle dans La Loi du marché, où il interprète un cinquantenaire au chômage en quête de réinsertion professionnelle, une récompense que l'acteur attendait. Je suis bouleversé. C'est très compliqué d'expliquer des sentiments parce que les explications sont toujours moins fortes que le ressenti. Autre point fort de ce palmarès, le fils de Saoul, grand prix du jury. Dans cette réalisation hongroise, on découvre le quotidien d'un prisonnier juif d'Auschwitz, contraint de participer au bon fonctionnement du camp d'extermination. Le prix de la mise en scène revient à une production taïwanaise, L'Assassin, et qui signe le grand retour des films d'arts martiaux sur la croisette. En pleine Chine médiévale, une jeune guerrière se met au service de l'empereur et devra faire un choix entre rester fidèle à son pays ou à sa famille. Un film qui était largement attendu dans le palmarès. La suite du Grand Direct, c'est dans un instant et c'est sur i24 News. La révolution par les urnes en Espagne. Les citoyens tournent le dos au parti historique et font monter les formations issues du mouvement des indignés. C'est ce qu'il ressort des élections municipales et régionales. En Israël, Ehud Olmert se rapproche de la case prison ferme. L'ex-premier ministre a été condamné aujourd'hui à 8 mois de prison pour corruption aggravée. Ses avocats vont faire appel de cette décision. Et puis lutte antiterroriste, l'Australie passe à la vitesse supérieure. Le Premier ministre Tony Abbott annonce une nouvelle loi qui prévoit la déchéance de nationalité des terroristes. Et bienvenue si vous nous rejoignez sur i24 News. Je vous le disais à l'instant, l'arsenal antiterroriste continue de se développer en Australie. Cette fois, le gouvernement de Tony Abbott annonce une nouvelle série de lois qui prévoit notamment la déchéance de nationalité de terroristes. Dans le viseur, les binationaux et les Australiens de seconde génération liés au terrorisme. On en débat dans un instant avec nos experts. C'est juste après ce rappel des faits de Mathias Inbar. Il l'avait annoncé en février dernier, 2 mois après l'attentat de Sydney revendiqué par un Australien au nom de l'État islamique. Le Premier ministre australien est désormais déterminé à faire voter une loi en faveur de la déchéance de la nationalité des terroristes.
Notre gouvernement va développer des mesures auprès de notre système de citoyenneté de telle manière à ce que nous puissions révoquer ou suspendre la nationalité aux personnes binationales impliquées dans des activités terroristes. Et Tony Abbott ne compte pas en rester là. Les Australiens accusés de soutenir ou d'être impliqués dans des activités terroristes pourraient eux aussi être concernés par cette proposition de loi qui sera examinée cette semaine au Parlement à Canberra. Pour les Australiens, nous examinons la possibilité de suspendre certains privilèges acquis par leur nationalité pour les individus impliqués dans des activités terroristes. Cela comprendrait la restriction de sortir ou de rentrer dans le territoire australien, d'avoir accès à nos consulats à l'étranger et à la sécurité sociale. Selon le journal The Australian, des Australiens de deuxième génération, s'ils sont impliqués dans une activité terroriste, pourraient être déchus de leur nationalité et être ainsi forcés à reprendre la nationalité d'origine de leurs parents. Le gouvernement envisage dans le même temps d'introduire un programme de surveillance appelé Jihadi Watch dans les écoles qui permettrait d'identifier les élèves présentant des signes de radicalisation. 110 Australiens seraient partis rejoindre les rangs des djihadistes de l'État islamique en Irak et en Syrie. 3 seraient actuellement en train de négocier leur retour. Et on en parle avec vous, maître Philippe Koskas. Bonsoir. Vous êtes avocat à Tel Aviv. Jacques Neria, merci d'être avec nous. Vous êtes ancien officier des renseignements militaires israéliens. Cette mesure d'échoir des terroristes de leur nationalité, elle est suffisamment dissuasive selon vous ? Écoutez, c'est une série d'actions qui sont menées contre les terroristes qui pourraient amener finalement ceux qui seraient tentés par le terrorisme d'hésiter ou au moins de repenser leurs actions. Les lois en Australie sont déjà là. La célèbre loi, le Code criminel de 1995, prévoit des punitions assez dures contre tous ceux qui sont impliqués dans le terrorisme. Ce qu'il y a ici, c'est une escalade dans les mesures du gouvernement. Et ça pourrait inspirer d'autres pays ? Alors, ce qui se passe, c'est comme les démocraties sont transparentes, elles ont besoin de se protéger. Comme elles ont besoin de se protéger, le plus grand est le danger. Les services ont de plus amples, demandes. Donc, ce qui fait qu'il y a un certain équilibre à garder entre les services qui veulent écouter tout, savoir tout, espionner tout le monde, et les démocraties qui en fait, essaient de limiter les pouvoirs de ces services-là et de garder, un certain équilibre dans la société. Autrement, ce serait invivable. Et vous êtes bien placé pour parler de ce dilemme entre les services de sécurité et la démocratie. On a vu notamment dans ce reportage cette volonté de l'Australie du Jihadi Watch, c'est-à-dire qu'on va détecter ces élèves sur les bancs de l'école qui pourraient être de futurs djihadistes. Ça pose problème au niveau légal. Évidemment, toujours. Je crois que Jacques l'a bien exprimé. Il y a bien toujours un compromis entre la liberté de l'individu, la liberté de penser, la liberté d'agir, d'une part, et la lutte contre le terrorisme. Israël, en fait, est évidemment confronté depuis ces questions, depuis la création. On voit bien que, en fait, la loi australienne copie la loi israélienne, puisqu'il y a une loi en Israël qui est passée exactement, pratiquement, mot à mot en 2011. D'ailleurs, à l'époque, les députés arabes avaient traité le gouvernement de fasciste et de raciste et de naziste. Qu'est-ce qu'elle dit cette loi exactement ? Exactement la même chose. On ne parle que des doubles nationaux. Pourquoi des doubles nationaux ? Parce que si on enlève la nationalité à une personne qui l'a déjà, elle devient apatride, et ça, on veut éviter qu'elle devienne apatride. Donc, double national. Par contre, la loi australienne va même au-delà de la loi israélienne actuelle, dans le sens où elle va prévoir des sanctions civiles et civiques contre... Notamment la sécurité sociale. Absolument, qui n'est pas prévu forcément ici. Mais enfin, Israël, en fait, est vraiment au premier rang de cet arsenal législatif qui vient combattre le terrorisme. C'est un arsenal qui a fait ses preuves en Israël ? Pour l'instant, écoutez, le nombre de djihadistes arabes israéliens qui ont quitté le pays pour se battre en Syrie, en Irak est limité. On parle d'une trentaine, quarantaine. Donc nous ne sommes pas devant une vague. Donc il y a une certaine restriction et surtout, une certaine dissuasion des services ici qui existent. Donc on peut s'exprimer. Il y a des défilés, il y a des manifestations qui se passent. Mais au-delà de là, passer à l'acte terroriste pour les Arabes israéliens, nous ne sommes pas encore là. Alors on parle d'Israël. Je voudrais qu'on parle également de la France, bien sûr, qui est très sensible à ce sujet. C'était en mai dernier, c'est le Conseil constitutionnel qui avait validé la déchéance de nationalité d'un djihadiste français
franco-américain. Franco-marocain, pardonnez-moi, c'est une mesure qui est très encadrée juridiquement. Ah oui, absolument. Alors la France a un arsenal législatif qui est même antérieur au nôtre, mais il ne l'a pas appliqué. Et ce qui s'est appliqué pour ce franco-marocain, justement, le Conseil constitutionnel, on avait dit, mais il y a une discrimination entre ceux qui ont une nationalité, auxquels on ne peut pas enlever la nationalité, et les personnes doubles nationaux qui sont les djihadistes. Et le Conseil constitutionnel, en disant non, il n'y a pas de discrimination, il a bien compris évidemment ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au moins qu'on puisse donner à ces doubles nationaux cette sanction. C'est une sorte de trahison à la nation. La personne, d'ailleurs, le Conseil constitutionnel motivé dans ses attendus, disant qu'une personne qui faisait des actes de terrorisme contre son propre pays se retirait du consensus national, donc a bien validé ces mesures dont on parle tout à l'heure. Alors peut-être que la solution juridique pour ces personnes qui n'ont pas la double nationalité, c'est ce que vient de faire l'Australie, c'est les sanctionner, notamment sur les droits civils. Oui, j'allais dire, il y a pas si longtemps, hein, il y a 6 mois, Yariv Levin, qui depuis le temps est devenu ministre, avait même proposé de leur enlever tout simplement la nationalité, qu'ils deviennent apatrides et de les mettre à Gaza. Donc c'était une proposition qui n'a pas été retenue en Israël. Je ne crois pas qu'il y ait une solution. Je crois que je rejoins Jacques sur ce point de vue. Il y a un faisceau de mesures à prendre. Alors il y a des faisceaux de mesures juridiques, il y a d'autres faisceaux de mesures qui appartiennent plus sur le terrain de Jacques, c'est-à-dire au niveau sécuritaire. Il n'y a pas une mesure qui va être un coup gagnant, comme on dit au tennis. Je pense qu'il y a un faisceau de mesures et c'est ça qui est intéressant, c'est d'y penser tout le temps. Et les démocraties sont tout le temps en train de rechercher les propres équilibres. Ouais, et puis chaque pays est plus ou moins sensible à telle ou telle mesure. C'est tabou plutôt en France, cette déchéance de nationalité. Ce cas, il reste isolé. Pour l'instant, ça semble être isolé. Le problème de toutes ces lois-là, c'est qu'il faut les appliquer. Donc, tant qu'on ne les applique pas, elles sont très bonnes en théorie. Et la pratique, finalement, c'est comme cela qu'on juge si le pudding a un bon goût ou il est mauvais. En ce qui concerne l'Australie, il faut se rappeler, il y a une activité de djihadistes en Australie qui est inégalée. Ils sont tous, je dirais, avec des racines libanaises ou moyen-orientales et qui se retrouvent en Irak et en Syrie. Les Australiens ont été tout simplement sidérés par les photos d'un Australien avec son fils qui avait dans ses mains 2 têtes coupées de rebelles, ce qui était impensable pour l'Australie. Donc l'Australie est en train de vivre, je dirais, une expérience assez difficile et ces lois-là se conviennent à des époques difficiles. Vous parlez de ces enfants, donc on revient sur ce fameux dispositif, le Watch Djihadi. Pour vous, détecter des apprentis terroristes sur les bancs de l'école, c'est réaliste ? Écoutez, on voit déjà sur les bancs des écoles des jeunes qui sont influencés par les parents qui sont, je dirais, plus que traditionnels. Donc, et puis si un jeune commence à parler, je dirais, à raconter des histoires concernant des amis qui ont été en Syrie, qui sont revenus. Donc, je dirais, il y a ici, en effet, un nid qui est idéal pour la maturation de certains terroristes. Il faut les prendre à ce point-là et commencer à les traiter de là-bas déjà. Et comment ça se passe juridiquement ? Il ne se passe pas juridiquement, il n'y a pas de sanction. Une personne qui a des opinions, tant qu'on juge les actes, on ne juge pas les opinions. Hein, mais en fait, on voit bien qu'il y a une sorte de combinaison entre différents outils. Il y a l'outil juridique, qui est lui-même limité. Hein, le juridique, sur une intention, le pénal ne rentre pas forcément. Mais par contre, c'est sur les actes intentionnés. Sur ça, oui, le droit rentre en cause. Que dans tout ce qui s'est passé en France, par exemple, finalement, c'est souvenu que dans des fichiers, les noms de Kouachi et les autres existaient. Donc, en fait, dans ce monde digital où nous vivons là, nous sommes suivis à partir de notre naissance. Donc, il est très facile de repérer quelqu'un avec des tendances, je dirais, djihadistes, ou des tendances islamiques, ou des tendances extrémistes, et de mettre dessus une petite croix, et suivons-le. Il ne faut pas beaucoup. C'est les machines, c'est les ordinateurs qui font tout ça. C'est quand même très difficile et on l'a vu au cours de ces dernières attaques, elles les ont montré de suivre chaque loup solitaire et d'éviter une attaque. Le problème n'est pas l'information. L'information, vous l'avez, c'est comment la comprendre. C'est comment comprendre que cette information est traduite en renseignement. Là, c'est le grand problème. Et une fois que vous avez ce renseignement en main, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que vous brûlez votre source? Est-ce que vous prouvez à tout le monde que vous avez une telle connaissance des choses qui va tout simplement
éblouir votre adversaire pour essayer ensuite de trouver d'autres parades à votre connaissance. C'est une lutte constante entre les renseignements et le contre-renseignement. Et là, c'est à chaque pays sa méthode. Merci beaucoup, Jacques Neria. Merci, Maître Philippe Koskas, d'avoir été avec nous. On va passer en revue le reste de l'actualité. Tout d'abord, cette première depuis le début de la crise syrienne. Le chef du Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah, a reconnu que son parti se battait partout en Syrie, aux côtés de l'armée syrienne. Il a lancé un appel à tous les Libanais pour s'unir face aux djihadistes avec ce message, je cite, « L'État islamique n'est pas plus fort que les États-Unis ou Israël ». Maxime Pérez nous en dit plus. C'est dans son fief de Nabatieh, à quelques kilomètres de la frontière israélienne, que le Hezbollah a célébré en grande pompe le 15e anniversaire de la libération, autrement dit le retrait israélien du sud-Liban. La foule est nombreuse, enthousiaste et brandit le drapeau jaune de l'organisation chiite. D'autres, le poster des martyrs, de combattants tombés en Syrie. Car c'est bien là la priorité du Hezbollah, un front désormais vital pour assurer la survie du régime d'Assad et avec celle du mouvement chiite libanais, obéissant aux ordres de l'Iran. Oui, nous ne sommes plus présents que dans un seul endroit en Syrie. Nous sommes présents sur plusieurs fronts et je vous le dis aujourd'hui, nous serons présents en Syrie partout où cela sera nécessaire dans cette bataille. L'ennemi numéro 1 d'Israël est apparu sur un écran géant, acclamé par la foule, mais son discours a été enregistré depuis son bunker de Beyrouth. Pour le leader spirituel du Hezbollah, les djihadistes de Daesh posent une menace existentielle pour la région. Il en appelle à la mobilisation. Tout le monde doit se sentir en danger. Ce danger ne menace pas uniquement la résistance au Liban, un groupe en particulier, le régime en Syrie ou le gouvernement en Irak, ou encore un groupe au Yémen. Non, ce danger menace tout le monde et personne ne doit pratiquer la politique de l'autruche. Un message à l'égard de la scène intérieure libanaise, où le Hezbollah est vivement critiqué pour son engagement militaire aux côtés de Bachar el-Assad. La bataille du Kalamoun, menée contre les djihadistes du Front al-Nosra à la frontière libano-syrienne, lui offre l'occasion de redorer son blason et de se poser en protecteur du Liban. Ces combattants continuent de gagner du terrain, mais la vraie bataille pour la Syrie d'Assad est ailleurs. Une posture qui, pour l'instant, éloigne la perspective d'une guerre contre Israël. Et en Israël, justement, Ehud Olmert est à nouveau condamné pour corruption. 8 mois de prison ferme pour l'ancien Premier ministre. Il a été reconnu coupable d'avoir reçu et dissimulé des enveloppes contenant des dizaines de milliers de dollars de la part de l'homme d'affaires américain Maurice Talansky. On écoute le procureur. Le tribunal a transmis aujourd'hui un message clair, fort et sans ambiguïté sur les actes de l'accusé, flotte un parfum d'immoralité et de corruption. Le tribunal a donc convenu que l'accusé, une personnalité publique, a reçu à plusieurs reprises et secrètement des enveloppes sans en faire part au contrôleur de l'État. Le tribunal considère donc ces actes comme une atteinte renouvelée à la probité et à la morale publique. Bonsoir, Dror Ben Sapir. Les avocats d'Olmert ont fait appel de ce verdict. Quelles sont ses chances de s'en sortir ? Elles sont assez minces, Daniel, disons les choses comme elles sont. Elles sont minces du fait, d'une part, de la solidité des preuves et puis aussi du fait que les juges ont manifestement pris en compte le parcours d'Ehud Olmert, ce qu'il a fait pour le pays, et que donc on a affaire à une sentence qui est sévère, mais qui est considérée par la plupart des observateurs et des spécialistes des questions judiciaires comme plutôt équilibrée. Donc l'appel déposé par les avocats d'Ehud Olmert a peu de chances d'être retenu, ce qui veut dire, en d'autres termes, qu'on n'aura pas tout de suite, il faudra attendre, parce que les procédures judiciaires concernant Ehud Olmert sont longues sur cette affaire et sur d'autres, mais au bout de ce parcours, au bout de ce parcours du combattant, en quelque sorte, judiciaire d'Ehud Olmert devant la justice israélienne, le résultat sera qu'un ancien Premier ministre israélien sera derrière les barreaux. Et ça montre que le système judiciaire est très ferme, le système judiciaire israélien, à l'égard de ces affaires de corruption. Oui, même si certains observateurs, encore une fois, considèrent que ce verdict, c'est 8 mois de prison ferme. Si quelqu'un d'autre qu'Ehud Olmert avait été accusé des mêmes chefs d'accusation, eh bien le verdict aurait été sans doute plus
sévère encore. Ce qu'a joué en la faveur d'Olmert, encore une fois, c'est son parcours politique, c'est sa contribution à l'État, c'est également un certain nombre de témoignages de moralité déposés par des personnalités de premier plan en Israël en faveur de Olmert. Donc les juges ont pris en considération tout cela. Il reste que 8 mois de prison ferme, ce n'est pas rien. Et effectivement, on a la preuve, la nouvelle preuve de la sévérité du système judiciaire israélien. Et c'est d'autant plus remarquable, Daniel, que les procédures judiciaires contre Ehud Olmert, eh bien, elles ont commencé lorsqu'Ehud Olmert était Premier ministre. Dans d'autres démocraties, on n'aurait pas eu probablement un Premier ministre ou un chef de l'État inquiété alors qu'il est en fonction par des procédures judiciaires, même pour des soupçons très lourds de fraude ou de corruption. Je vous rappelle qu'il y a des soupçons planés sur l'ancien président de la République française, Jacques Chirac. Il était en fonction et le système judiciaire français n'a pas voulu déranger le premier personnage de l'État. Ce qu'on appelle l'immunité. En tout cas, il y a cette fermeté évidente du système judiciaire israélien et pourtant, ça n'a pas vraiment permis d'endiguer ce phénomène de corruption. Dernier exemple en date, c'était au sein du parti Lieberman qui a été éclaboussé par des scandales. Oui, la corruption politique en Israël ne date pas d'hier. Il y a eu plusieurs affaires retentissantes. Plusieurs anciens ministres de premier plan ont déjà passé des séjours plus ou moins prolongés derrière les barreaux, donc c'est pas nouveau. Et malheureusement, on aurait pu s'attendre à ce que les procès Olmert dissuadent plusieurs responsables politiques de premier ou de second plan de céder aux sirènes de la corruption. Ce n'est pas le cas, même manifestement. L'affaire qui a éclaboussé plusieurs cadres du parti de Avigdor Lieberman, le parti Israël Beiteinu, n'en est pas à ces derniers soubresauts. On ne sait pas encore ce qui va se passer. Il y a encore une procédure très longue. Un témoin d'État s'est déclaré tout à fait récemment. Donc on n'en est pas à la fin, à la conclusion de cette affaire qui risque encore de nous réserver un certain nombre de surprises. En tout cas, oui, il y a encore des cas de corruption, peut-être moins qu'auparavant. Peut-être que la justice israélienne, de fait de sa fermeté, a pu dissuader un certain nombre de politiciens. En tout cas, au niveau local, la corruption, notamment au niveau de certains maires, les affaires de corruption sont encore un véritable problème dont la justice s'est saisie. Et je reviens peut-être sur le cas Olmert rapidement. Ce qui est exemplaire, c'est que Olmert a été soutenu par une grande partie de l'élite politique et médiatique du pays. Pourquoi ? Parce que c'est un homme de réseau, c'est un homme qui a su s'entourer, c'était un politicien parmi les plus charismatiques et les plus intelligents, très certainement, de la vie politique israélienne, et puis aussi parce qu'il faut s'en souvenir, Ehud Olmert, lorsqu'il était Premier ministre, il avait fait preuve d'une souplesse et d'une volonté de compromis très importante dans le dossier palestinien. Et ça, pour une grande partie des élites médiatiques et des élites politiques, c'était une bonne chose, c'était bien accueilli. Donc ces élites, elles l'ont défendu, elles continuent d'une certaine manière, en tout cas une partie d'entre elles, à le défendre. Et malgré tout, le système judiciaire a su rester ferme et il n'a pas cédé à ces sirènes et il a rendu la justice d'une manière qui pourra peut-être être considérée comme exemplaire. Merci beaucoup, Dror Ben-Sapir, pour ce décryptage. On en vient à cette idée qui refait une nouvelle fois surface en France. Le gouvernement envisage de lancer la réforme du prélèvement des impôts à la source d'ici à la fin du quinquennat. Alors, en quoi consiste cette réforme ? Quels sont les points de blocage ? Les détails avec Léa Berdugo que l'on retrouve tout de suite après. La réforme serait lourde, mais elle sera lancée avant la fin du mandat de François Hollande. C'est en tout cas ce qu'a assuré le président du groupe socialiste à l'Assemblée, Bruno Le Roux. Le changement sera ainsi étalé sur 3 ou 4 ans. Qu'est-ce que le prélèvement à la source ? Le principe est simple, il s'agit de payer ses impôts sur le revenu tous les mois et non à la fin de l'année, comme c'est le cas actuellement en France. Pour les salariés, l'employeur se charge du virement au fisc, tandis que les indépendants s'en occupent eux-mêmes. Chaque année, le fisc établit un bilan et demande aux contribuables de verser un complément ou, dans le cas contraire, il les rembourse en cas de trop perçu. Quels sont les avantages ? Premièrement, cette réforme mettrait fin au décalage d'1 an appliqué en France. Actuellement, par exemple, les impôts de l'année 2014 seront payés par les contribuables en septembre 2015. Un calendrier peu commode dans le cas d'un changement de situation professionnelle. Le nouveau système serait également avantageux pour l'État puisqu'il recevrait des revenus tous les mois et non une fois par an.
Quels sont les points de blocage? Cette réforme prendrait du temps à être appliquée. Le système de prélèvement entier devrait être révisé. Premièrement, le prélèvement à la source nécessite de nouveaux logiciels. Deuxièmement, il faudrait préparer les entreprises puisque ce sont elles qui verseront directement l'impôt à l'État. À cela s'ajoute une énorme perte pour l'État l'année de la transition puisque les contribuables ne pourront pas payer 2 fois des impôts la même année. Autre dossier lié à cette réforme, la fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG, la contribution sociale généralisée. Bruno Le Roux a dit vouloir travailler sur le sujet. Cette fusion avait toutefois été mise de côté par l'exécutif puisqu'elle engendrerait une hausse d'impôts pour la moitié des Français. Léa Berdigo, bonsoir. Bonsoir Daniel. Alors il faut savoir qu'au niveau mondial, finalement, la France est l'un des rares pays qui n'applique pas le prélèvement à la source. Exactement. La France est l'un des quelques pays de l'OCDE qui fonctionne encore avec des déclarations de revenus et un paiement annuel. Parmi eux, on compte la Suisse, l'Italie ou encore Singapour. Mais tous les grands pays ont opté pour un prélèvement à la source. Par exemple, l'Allemagne dès 1920, les États-Unis dès 1943 et l'Espagne dès 1979. Et il faut savoir que dans chaque pays, eh bien, la réforme est intervenue en temps de guerre ou alors lors d'un grand changement politique. Et chaque État eh bien, a un fonctionnement qui lui est propre. Par exemple, en Grande-Bretagne, eh bien, les contribuables sont taxés individuellement et non par couple. Conséquence, eh bien, les couples n'ont pas le droit à de réduction d'impôts. En Belgique, il y a bien un prélèvement à la source, mais qui se fait sur l'année antérieure. Comment ça fonctionne? Eh bien, le salarié déclare ses revenus et son employeur prélève l'impôt sur sa fiche de paye. Pour les indépendants, eh bien, les impôts sont perçus à l'avance en fonction des revenus attendus. Et en Espagne, enfin, la retenue est faite directement par l'employeur. Toutefois, le contribuable déclare tous ses revenus l'année suivante. Résultat, eh bien, il peut y avoir des réajustements, à savoir des remboursements ou alors des sommes à payer. Alors en tout cas en France, si le gouvernement veut faire appliquer cette décision, il va devoir trancher sur plusieurs points. Lesquels? Eh bien, on sait déjà que des parlementaires ont été chargés par l'exécutif de travailler sur le sujet et plusieurs points pourraient créer la polémique. Tout d'abord, la communication d'informations personnelles à son employeur, puisque dans le cas d'un prélèvement à la source, eh bien, c'est l'employeur qui doit donner la situation de ses employés à l'État et pour cela, eh bien, il doit connaître des informations très personnelles comme le statut marital ou encore le nombre d'enfants à charge ou alors la situation de handicap. Reste à savoir donc comment cela va être accueilli par les Français. Ensuite, le gouvernement pourrait plancher sur des déclarations plus individualisées, comme cela se fait en Angleterre, par exemple, avec moins d'informations transmises à l'employeur. Cependant, les particuliers pourront avoir plus de mal à faire valoir leurs droits. Et enfin, comme on l'a vu dans le sujet, un autre dossier sur lequel le gouvernement pourrait plancher, c'est cette fusion entre l'impôt sur le revenu et la CSG, la contribution sociale généralisée. Alors, ces deux dispositifs sont radicalement différents puisque l'impôt sur le revenu est un impôt progressif et la CSG un impôt individualisé. Donc, une fusion des deux eh bien, entraînerait un transfert des revenus et un transfert des taxes, notamment une partie de la CSG qui serait transférée sur des classes moyennes et des classes supérieures. Traduction, une hausse d'impôts, alors que François Hollande avait promis qu'il n'y en aurait plus. Problème d'équation. Merci beaucoup Léa Berdugo. On va parler de sport à présent. Une semaine des élections pour la présidence de la FIFA. Michel Platini tente de déloger Sepp Blatter. Il a choisi de soutenir le prince jordanien Ali Ben Al-Hussein, mais ce soutien ne devrait pas suffire à détrôner celui qui brigue un 5e mandat à la tête de la FIFA. Regardez. Sepp Blatter n'aura qu'un adversaire. Le président actuel de la FIFA brigue un 5e mandat et avec le retrait des candidatures du président de la fédération néerlandaise et de l'ancien joueur portugais Luis Figo, c'est le prince Ali de Jordanie qui défiera seul le grand favori sortant. Le prince Ali de Jordanie a démontré de façon convaincante qu'il est actuellement le candidat qui a le plus de chances face à Joseph Blatter. Je lui ai donc proposé de retirer ma candidature s'il acceptait d'adopter certains éléments clés de mon programme. À une semaine de l'élection présidentielle à la FIFA, ces retraits étaient prévisibles car ils s'appuyaient sur le même réservoir électoral trop faible pour battre Blatter. Un rassemblement des candidats challenger aurait pu faire pencher la balance, mais il n'a pas eu lieu. Van Praag, ancien président de l'Ajax d'Amsterdam, a annoncé son retrait par un communiqué. Figo, ex-ballon d'or portugais de 42 ans, s'est fait une raison. Certes, il jouissait d'une grande popularité, José Mourinho l'appuyait par exemple, mais son inexpérience dans les instances le pénalisait.
Ali a parcouru le monde entier pour convaincre les présidents de fédérations de voter pour lui. Avec un budget de campagne quasi illimité, celui qui siège depuis 2011 au comité exécutif de la FIFA dispose des meilleurs contacts et n'hésite pas à prôner le changement. Aussi formidable que soit le football, aussi populaire qu'il soit, la réputation de la FIFA n'est pas à la hauteur. Donc le temps est venu pour un changement, que ce soit moi ou n'importe qui d'autre. Il est arrivé un moment où je me suis dit « Ok, j'y vais ». Mais le prince présente aussi des handicaps. Il n'est pas président de la Confédération asiatique dont dépend son pays, la Jordanie. Au regard de certains votants, il paraît bien jeune. Il a 39 ans et il ne siège que depuis 4 ans au comité exécutif de la FIFA. En face, Blatter, depuis 40 ans à la FIFA, dont 17 à la présidence, a une influence évidente dans le monde du football. Je pense que tout est possible dans le football. Si M. Blatter se représente, c'est qu'il estime qu'il est apte à continuer et à briller un nouveau mandat. Après, je ne suis pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien. Figo, amer sur sa page Facebook, ne se fait quant à lui guère d'illusions pour le prince Ali. Ce processus électoral est tout sauf une élection. C'est un plébiscite qui a pour objectif de remettre le pouvoir absolu à un homme, ce que je refuse d'accompagner. Est-ce normal qu'une élection pour l'une des organisations les plus importantes de la planète se déroule sans un débat public ? Blatter a en effet refusé tout débat public, répétant que son bilan parlait pour lui. Restez avec nous dans un instant. Dans le Grand Direct, on va parler d'économie avec cette guerre des nerfs qui se poursuit entre la Grèce et ses créanciers. La Grèce va-t-elle honorer sa dette auprès du FMI? C'est pour début juin. Eh bien, rien n'est moins sûr. C'est ce que vous verrez. Décryptage à suivre. On parlera également de sport avec Roland Garros qui a débuté hier. Paris qui devient la capitale du tennis. Le temps de ce tournoi. Tout cela, c'est au programme du Grand Direct. Et c'est juste après un journal qui vous est présenté par Elsa Mimoun dans une poignée de secondes. Restez avec nous, c'est dans un instant sur i24 News. Merci de nous rejoindre sur i24 News pour la suite du Grand Direct. Vous venez de le voir dans ce journal, les drames de l'immigration font toujours la une de l'actualité. Ces images de naufrages de migrants en mer Méditerranée ont choqué les consciences du monde entier. Jour et nuit, des gardes-côtes, des navires sont mobilisés pour tenter de sauver la vie de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants qui fuient les guerres et la famine qui ravagent l'Afrique. En 2014, l'Italie a recueilli près de 170 000 migrants. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux sont encore sur le sol italien. Comment vivent-ils? Quel avenir peuvent-ils espérer? Comment est-ce que les populations locales font-elles face à ce drame? i24 News est allé à leur rencontre. C'est un film de Jérémy Sock que vous pourrez retrouver ce soir dans Reportage, le magazine de la rédaction présenté par Stéphane Calvo. Ce sera juste après ce Grand Direct. En voici un extrait. Aujourd'hui, nous sommes sur cette place parce que nous sommes en colère, car il est injuste et inacceptable que l'Europe permette la mort d'un millier de personnes en un seul jour. Place Tessikoro, l'un des cœurs de la ville. Partis de gauche, associations humanitaires ou ligues antiracistes se sont rassemblés pour exprimer leur solidarité aux migrants. Nous aussi, Italiens, pourrions nous retrouver à leur place. C'est injuste, surtout que nous sommes aussi un peuple dont les grands-parents ont émigré partout. Ils sont allés en Amérique ou en Australie pour trouver du travail. Il est donc juste d'aider ces pauvres gens. La Sicile a toujours été un pont entre les peuples. La grande majorité des Siciliens n'est pas raciste, mais un peuple qui aime l'autre. Un soutien qui permet aux migrants de relever la tête et donne des ailes à certains. Mesdames et messieurs, j'adresse ceci à tous les Européens. Nous vous supplions et vous supplions et vous supplions encore de vous lever et d'aider les immigrants. Nous avons des problèmes dans nos pays. Pour certains, leur vie est en danger. C'est pourquoi ils ne peuvent plus y vivre. Ils doivent fuir et chercher un endroit pour trouver la paix et un avenir. Comme les autres Africains qui l'accompagnent, Lamine est jeune, très jeune. Il vient juste d'avoir 18 ans. En observant leur visage juvénile, difficile d'imaginer l'enfer qu'ils ont déjà traversé. Aujourd'hui, leur combat pour survivre continue. No border, no nation, stop
Discours radical, doctrine internationaliste et mépris des frontières. Au-delà de ces slogans d'une certaine gauche, les Catanais venus en spectateurs sont encore bouleversés par la mort de 800 migrants en mer. La vision du bateau des secours, ne ramenant que quelques cadavres, hante les habitants. Voilà pour cet extrait de reportage que vous pouvez retrouver dans son intégralité juste après le Grand Direct. En attendant, cette guerre des nerfs qui se poursuit entre la Grèce et ses créanciers, la tension est encore montée d'un cran ce week-end avec les dernières déclarations du ministre de l'Intérieur du gouvernement Syriza. Il affirme qu'Athènes ne pourra pas rembourser le Fonds monétaire international en juin. Les détails avec Joseph Emmanuel. Un accord fin mai ou début juin, le temps presse pour le gouvernement grec. Mais les Grecs prennent tout de même le temps. Le Premier ministre Alexis Tsipras a martelé samedi que son pays n'accepterait plus de demandes irrationnelles. La Grèce sera d'ici peu à court des liquidités indispensables au remboursement de sa dette. Elle ne pourra plus également payer ses fonctionnaires. C'est donc au nom de la responsabilité qui est la sienne que la Grèce énonce ses nouvelles obligations. Ce gouvernement a la responsabilité de payer ses obligations en Grèce comme à l'étranger. Mais le problème de liquidité est connu. Nous voulons être cohérents dans nos obligations. Et pour cette raison, nous espérons qu'il y aura un accord rapidement pour nous donner l'espace de respiration nécessaire. Respirer au sein d'une austérité qui, selon la Grèce, ne fait que plomber la croissance. Le ministre grec affirme que les progrès de son pays sont tout de même immenses. Mais les journalistes continue de lui poser la question d'une sortie possible de l'euro. Yanis Varoufakis s'exprimait dimanche face caméra. Ce serait un désastre pour tout le monde, principalement pour l'économie grecque. Mais ça serait aussi le début de la fin du projet de monnaie commune en Europe. Alors, que se passera-t-il si la Grèce n'effectue pas le 5 juin prochain le premier versement au Fonds monétaire international ? 304 millions d'euros, un ajustement budgétaire trop rapide et trop grand selon la Grèce. Elle considère que la Troïka a largement sous-estimé l'ampleur de la récession que ces mesures ont engendrée. Mais un refus ou une impossibilité d'honorer cette dette pourrait déclencher des événements en cascade dont personne ne peut aujourd'hui prévoir les conséquences. Et on rejoint tout de suite notre correspondante Angélique Kourounis en direct d'Athènes. Bonsoir. Alors la Grèce entretient le suspense autour de ce paiement, de cette dette auprès du Fonds monétaire international. Et finalement, le gouvernement n'a pas vraiment parlé d'une seule voix. Quelle est la position officielle d'Athènes ce soir ? La position officielle d'Athènes est d'une part de rappeler que le pays, malgré le fait qu'il n'a aucun accès au marché, a remboursé rubis sur l'ongle depuis février dernier 6,5 milliards d'euros, ce qui est pas mal, qu'il continuera à le faire tant qu'il le peut. Et la problématique, c'est que les créanciers doivent à la Grèce 7,2 milliards euros qui devaient être donnés au pays depuis le mois d'août dernier, donc bien avant l'arrivée du Syriza, et que le pays est étranglé, il n'a pas accès au marché, il n'a pas accès à un financement international. Donc, à bout d'un moment, après le 12 juin, d'après les informations que j'ai, jusqu'au 12 juin, le premier versement pourra être fait, ainsi que le paiement des retraites et des salaires. Après, ça ne sera plus possible. Il faudra faire un choix s'il n'y a pas d'accord. La question, ce que dit le gouvernement, c'est qu'il faut qu'il y ait un accord pour pouvoir continuer à rembourser. Ce qu'il faut rappeler, c'est que cet argent qui va arriver, qui doit arriver en Grèce depuis 9 mois, va dans son écrasante majorité retourner aux créanciers. C'est pas de l'argent que la Grèce a besoin pour payer ses retraites et ses salaires, ça elle le fait avec ses propres deniers, c'est l'argent qu'elle a besoin pour rembourser ses créanciers. Alors si toutefois il n'y avait pas d'accord, qu'est-ce qu'il va se passer pour la Grèce ? Bien, s'il n'y a pas un accord, ça sera une catastrophe non seulement pour la Grèce, mais aussi et essentiellement pour l'Europe, qui devra reconnaître son échec dans sa construction de sa monnaie unique. Il n'y aura plus de monnaie unique, puisqu'en fait, l'euro, ce sera une monnaie uniquement pour les pays forts et non pas l'ensemble de l'Europe. Ensuite, la Grèce, elle va connaître certainement des années extrêmement difficiles, 4-5 années selon certains spécialistes, mais après, elle remontera, elle trouvera d'autres moyens. La Grèce, c'est un pays qui a énormément de potentiel économique, de potentiel humain,
il y a le tourisme, il y a la marine marchande, il y a l'énergie solaire, il y a les recherches qui se font actuellement en Méditerranée pour les ressources de gaz. Donc c'est pas un pays qui est démuni, c'est pas un désert au fin fond d'un continent complètement démuni. Ça sera très difficile pendant 4-5 ans, mais il s'en remettra. Je ne sais pas, en tout cas ce que posent les économistes ici comme question, quelle sera la tournure que va prendre l'Europe et l'eurozone. C'est vraiment, on ouvre la boîte à Pandore et personne ne sait ce qui va se passer réellement. Merci beaucoup Angélique Kourounis en direct d'Athènes pour i24 News. Puis on va parler de sport. À présent, les internationaux de France de tennis. C'est parti pendant 2 semaines. La Ville Lumière devient la capitale mondiale du tennis. Et cette année, un enjeu de taille, peut-être une 10e victoire pour le roi de Roland-Garros, Rafael Nadal. Et c'est Elise Barenbaum qui nous en dit plus. Roland-Garros a commencé. Le Grand Chelem parisien a vu ses champions en titre passer le relais. Côté homme, Rafael Nadal part à la conquête de la décima, une 10e victoire porte d'Auteuil. Côté dame, Maria Sharapova, numéro 2 mondiale, tentera de conserver son titre alors que la numéro 1 Serena Williams vise un 3e trophée. Les Suisses Roger Federer et Stanislas Wawrinka n'ont pas traîné dimanche sur les cours pour l'ouverture du tournoi majeur. Pour sa 17e apparition consécutive, Federer n'a eu aucun mal à se défaire en 1h50 du Colombien Alejandro Falla, 111e mondial en 3-7, 6-3, 6-3, 6-4. Le Suisse, qui avait été éliminé en 8e de finale l'an passé, affrontera au prochain tour l'Espagnol Marcel Granollers ou l'Allemand Matthias Bachinger, issu des qualifications. À l'issue de la victoire, un spectateur est descendu sur le court Philippe Chatrier et s'est approché du Suisse pour prendre un selfie. Le champion a fait part de son mécontentement à la sortie du match. Je peux que parler pour moi-même, mais pour tous les joueurs, je pense que c'est très très important que tu te sens safe, que tu te sens en sécurité sur un terrain de tennis et que ça n'arrive pas trop souvent. Ça m'est arrivé deux fois en 2 jours maintenant et en 2009 en finale aussi. Et je pense que la réaction doit être plus vite. Le compatriote de Federer, Stan Wawrinka, a été encore plus rapide. 1h36 minutes pour écarter le Turc Marcel Ilan en 3-7, 6-3, 6-2, 6-3. Le Vaudois a ainsi fait oublier sa défaite au premier tour l'an passé contre l'Espagnol Guillermo Garcia Lopez. Le fait de gagner maintenant me permet d'avoir déjà un match dans les jambes, de permettre d'être bien dans le tournoi, mais surtout d'avoir de nouveau 2 jours complets pour utiliser ça pour bien me reposer et bien m'entraîner. Au tour suivant, Stan Wawrinka sera opposé au vainqueur du match entre Dusan Lajovic et Maximo Gonzalez. Allez, sport, toujours, on passe au football. Le championnat anglais, vous le savez, les Blues de Chelsea sont champions cette saison. C'est les vacances pour les joueurs du monde entier, mais les clubs se projettent déjà sur les grands chantiers de l'été. Pour atteindre leur objectif la saison prochaine, chacun doit tirer ses conclusions. Le but, affiché ou non, atomiser Chelsea la saison prochaine. Regardez ce reportage de Michael Friedman. Le football n'est qu'un éternel recommencement. Alors que la Première Ligue vient de toucher à sa fin, les équipes sont déjà engagées dans la préparation de la saison suivante, avec l'objectif de détrôner le Chelsea de José Mourinho. On commence avec Manchester City. Le dauphin des Blues et champion la saison passée veut récupérer son titre, mais avant cela, doit faire face au risque de nombreux départs. Frank Lampard, Yaya Touré ou encore James Milner. James Milner a dit qu'il prendrait une décision à la fin de la saison. Cela dépend de ce qu'il a envie de faire de sa carrière. Il doit prendre cela en considération. C'est un joueur très important. Il nous a beaucoup donné cette année, mais en même temps, il doit penser à lui et à ce qu'il veut. Pour ce qui est du voisin de Manchester United, les Red Devils cherchent à briller comme ils en avaient l'habitude sous les ordres de Sir Alex Ferguson. La 4e place cette saison est un bon début, mais pas suffisant pour une équipe de ce standing. Un recrutement millionnaire s'impose pour l'une des équipes les plus riches du monde. Mais avant cela, il faudra parvenir à garder le gardien David De Gea, annoncé avec insistance du côté du Real Madrid. Je sais quels joueurs doivent partir et quels joueurs doivent nous rejoindre. Mais vous ne savez jamais si les départs et les arrivées vont réellement être effectifs, parce qu'il y a beaucoup de paramètres en jeu. Du côté de Liverpool, la saison décevante a été particulièrement douloureuse pour les joueurs et l'absence de Ligue des Champions la saison prochaine pourrait donner des envies de départ à Raheem Sterling, le meilleur joueur des Reds.
C'est très simple, peut-être qu'il y a eu discussion avec d'autres équipes ou pas du tout, mais il lui reste 2 ans de contrat avec Liverpool et j'attends de lui qu'il se comporte en professionnel comme il l'a fait jusqu'à aujourd'hui avec le club. Donc pour moi, c'est très simple. Du côté d'Arsenal, on cherche aussi à renforcer l'effectif. Et Petr Cech, le gardien de Chelsea, est annoncé avec insistance chez les Gunners. Le portier pourrait retrouver son compatriote Tomáš Rosický sous les ordres d'Arsène Wenger, même si le technicien refuse d'utiliser son joueur en ce sens. Tomáš Rosický n'est pas impliqué dans le mercato. Il sera avec nous la saison prochaine, mais on ne l'utilise pas pour ce genre de choses. Pour la ligue la plus riche du monde, l'été s'annonce encore très dépensier, mais avec la concurrence des autres grands d'Europe, ils doivent également s'atteler à garder leurs meilleurs talents. Et avant de refermer cette édition, on revient à présent sur ce triomphe français au Festival de Cannes. Jacques Audiard, Emmanuel Berco, Vincent Lindon ont décroché hier la Palme d'Or et les 2 principaux prix d'interprétation. Retour sur ce palmarès et les temps forts de ce festival. Il ne lui manquait que ce prix pour couronner son beau palmarès. Le réalisateur Jacques Audiard a décroché hier la très prestigieuse Palme d'Or du Festival de Cannes pour 10 Pan, un film qui retrace le parcours d'une famille de Sri-Landais qui fuit la guerre civile pour trouver refuge en France et tenter de se reconstruire. Un scénario qui a immédiatement conquis les frères Cohen, présidents de cette 68e édition du festival. La décision était rapide pour la Palme. Tout le monde était très enthousiasmé par ce film. Les Français se sont aussi fait remarquer pour leur jeu d'acteur. Emmanuel Berco rafle le prix d'interprétation féminine pour sa prestation dans Mon Roi, où elle incarne une femme qui souhaite tourner la page après une histoire d'amour destructrice. Du côté des hommes, Vincent Lindon décroche le prix d'interprétation masculine pour son rôle dans La Loi du marché, où il interprète un cinquantenaire au chômage en quête de réinsertion professionnelle. Une récompense que l'acteur attendait. Je suis bouleversé. C'est très compliqué d'expliquer des sentiments parce que les explications sont toujours moins fortes que le ressenti. Autre point fort de ce palmarès, le fils de Saoul, grand prix du jury. Dans cette réalisation hongroise, on découvre le quotidien d'un prisonnier juif d'Auschwitz, contraint de participer au bon fonctionnement du camp d'extermination. Le prix de la mise en scène revient à une production taïwanaise, L'Assassin, et qui signe le grand retour des films d'arts martiaux sur la croisette. En pleine Chine médiévale, une jeune guerrière se met au service de l'empereur et devra faire un choix entre rester fidèle à son pays ou à sa famille. Un film qui était largement attendu dans le palmarès. Et le Grand Direct touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouvez Elsa Mimoun avec les grands titres de l'actualité. Passez une très belle soirée sur notre antenne.